la moitié. Donc la moitié, je commence à avoir très mal au genou, mais voilà, moi, une fois que je me suis ancré le truc dans la tête, je me refuse à abandonner. Puis il y a ça, puis tu vois, je suis au milieu de l'Italie, c'est vraiment l'Italie perdue. Je suis pas à Turin, je peux pas prendre de train, il y a rien à faire, quoi. Donc, je dois bien rentrer en France. J'aurais pu prendre un hôtel, etc. Mais je me dis, bah non, je continue. Enfin, ce col-là, il y a rien, il y a même pas de village, il y a vraiment pas grand monde. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour la première fois, j'accueille sur le podcast un authentique chevalier. Nathan Courtier a réalisé un défi incroyable en vélo, le défi des 7 majeurs, franchir 7 cols en France et en Italie. En moins de 24 heures, c'est à peu près 350 km et 11 000 mètres de dénivelé qu'il a bouclé en seulement 22 heures. Incroyable performance dont Nathan nous fait le récit en détail dans cet épisode. Je vous souhaite une excellente écoute. Fabuleux. Eh bien écoute, bienvenue Nathan sur le podcast, ravi de te recevoir au micro des Frappés pour plein de choses, pour qu'on parle de plein de choses, mais notamment d'un gros défi que tu viens de réaliser, le défi des 7 majeurs, depuis lequel tu es chevalier. Ça fait quoi d'ailleurs d'être chevalier ? Ça fait quoi d'être chevalier ? Non, écoute, c'était un petit défi que je m'étais fixé à moi-même. Non, après, ça n'a pas changé mon quotidien. Je me balade pas avec une cuirasse chaque jour. Sur le vélo. Pratique. Yes. Non, en tout cas, encore une fois, bienvenue sur le podcast. Ravi de te recevoir. Et puis, écoute, ce que je te propose en intro, c'est de nous expliquer un peu ton histoire avec le vélo et ton parcours en général qui t'a amené jusqu'à te lancer sur ce gros défi personnel. Ouais. Écoute, avec plaisir. Alors, mon histoire avec le vélo, elle est pas si ancienne que ça finalement. J'ai 32 ans aujourd'hui et j'ai commencé le vélo, figure-toi, réellement, on va dire. Alors, c'est un peu contradictoire, paradoxal. C'est pendant le confinement, je tournais un peu en bourrique chez moi et du coup, j'ai réussi à trouver un home trainer. Et donc, j'ai branché un peu mon vélo, qui était un vélo assez bas de gamme, sur le home trainer. J'ai commencé à faire ça. Suite à ça, en sortie de confinement, j'ai croisé un pote qui allait faire les Pyrénées, qui allait traverser les Pyrénées. Je me suis dit, ça a l'air chouette. On faisait la queue devant un magasin de vélo pour avoir un truc de réparation. Et finalement, du coup, je me suis aussi lancé dans la traversée des Pyrénées. Donc, c'était l'été 2020. J'avais jamais grimpé un col et j'ai commencé par ça. C'était un peu violent et voilà, et ensuite ça s'est un peu enchaîné. J'ai vraiment pris goût. J'ai roulé pas mal en 2020, 2021. J'ai commencé à faire des trucs un peu plus longs parce que j'aimais bien ça. Un peu plus long, un peu trop long parfois. Disons qu'on parle beaucoup de progressivité à vélo. Enfin, ça, je l'ai appris après. Et moi, j'ai tendance à parfois aller un peu trop vite, trop fort dans ce que j'aime. Et du coup, ça m'a amené aussi vers des blessures. Et donc, j'ai jonglé, on va dire, entre 2020 et aujourd'hui, entre du coup une nouvelle passion. J'en avais plein d'autres avant, mais c'est vrai que je faisais du sport sans plus. En tout cas, enfin voilà, j'ai toujours été très actif, un peu hyperactif, aimé faire plein de choses, etc. Et je suis quelqu'un de passionné, donc quand je me lance à fond. Et par contre, ouais, le vélo, du coup, j'ai accéléré un peu en 2021. J'ai roulé un peu plus fort. Et qu'est-ce que le premier voyage à vélo, tu vois, style bikepacking sur une semaine, ce genre de choses. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à ça, des petits trips d'une semaine, en dormant à droite à gauche, en faisant des rencontres, ça me plaît. Et après, première ultra en 2022, j'ai fait un Biking Man, ça doit te parler. Ah ouais, yes. J'ai fait un Biking Man, donc 1000 km en 2022. C'était lequel que tu as fait ?
Alors, en fait, tout ce que je vais te dire, il va y avoir un petit lien avec les blessures. Je devais faire la Corse et voilà. En fait, j'ai eu des soucis au genou et donc j'ai reporté. J'ai fait Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec pas mal Ok. de dénivelé. C'était très chouette. J'ai cru que j'allais abandonner aussi parce que j'avais trop mal au genou et j'ai fini premier Viking Man finalement 2022. Et voilà, après j'aurais bien aimé faire la Race Cross France l'année d'après, mais ça a été un peu compliqué, pareil, blessure. Il s'est passé pas mal de choses en 2023. J'ai pas pu rouler beaucoup première partie d'année, justement à cause de ça. Et finalement, pour des raisons diverses perso, on va dire, pro-perso, je suis parti en Amérique du Sud, j'ai pris un congé plusieurs mois, j'ai fait 4 mois de vélo en Amérique du Sud, du Pérou jusqu'au sud de la Patagonie. Donc Énorme. ouais, c'était chouette. Donc dans une approche très différente, pas du tout le même poids sur le vélo, moi qui ai l'habitude de voyager assez léger. Et puis je suis rentré début d'année, j'ai déménagé dans les Alpes, donc avec un lieu de pratique qui moi me plaît beaucoup parce que j'adore la montagne, je suis passionné de montagne. Et et puis je connaissais ce truc des 7 majeurs, ça faisait quelques années que j'en entendais parler ou je l'avais vu. Et je me suis dit, ouais, cette année, j'habite ici, c'est le moment de le cocher et de le tenter en tout cas. Et donc, jour de l'été, le 21 juin, j'ai tenté l'expérience. Je me suis dit, allez, c'est le jour le plus long de l'année. Il va falloir passer un bon bout de temps sur le vélo. Donc, c'est le moment de le tenter. Et je l'ai tenté ce jour-là. Voilà. Excellent. Yes. Alors attends, juste avant qu'on rentre dans le détail, c'est quoi le type de blessure que tu peux avoir quand t'es surentraîné ou enfin que peut-être tu forces un peu trop, en tout cas qu'il n'y a pas cette notion de progressivité que t'évoquais. Tu peux avoir quoi comme blessure à vélo? Ouais, alors c'est une très bonne question. Moi, c'est souvent des trucs, enfin des blessures un peu tendineuses. Dans le sens où Ok. voilà, il y a eu des vraies tendinopathies tendon d'Achille, des douleurs au genou et voilà des trucs, des déséquilibres posturaux ou des manques de progressivité qui font qu'en effet il y a des inflammations qui se créent. Et on va dire qu'historiquement c'est encore un parfois compliqué pour moi aujourd'hui. Je suis pas hyper bon dans l'écoute de mon corps, je le reconnais. Et du coup, à plusieurs reprises, tu vois, j'ai voulu poursuivre. Je devais faire une course que tu connais peut-être aussi, qui s'appelle la Desertus Bicus. Yes. Je devais faire ça en 2023, et tu vois, je me suis entraîné sur un truc qui me faisait mal pendant des semaines. Et puis, 3 semaines avant la course, j'ai dit en fait, c'est mort là. C'est plus possible. Et voilà, des diverses inflammations, type tendineux, quoi. Voilà, ce Ok. genre de choses. Après, je suis très grand, donc je fais 1m95, tu vois, donc j'ai un corps qui est aussi peut-être plus sujet aux blessures que d'autres. Ah mais alors attends, ça m'intéresse parce que moi je fais 1m91 et je réfléchissais justement hier au fait que j'ai souvent mal au cervical tu vois quand je dépasse des sorties peut-être 70-80 km en route Ouais, et 40-50 en gravel et je me disais mais est-ce que c'est la posture, enfin ça me paraît bizarre quand je vois qu'il y a des gens qui font 300 jours. Je ouais. me dis Après, je 300 pense qu'on n'est pas tous égaux, mais c'est ouais. vrai. Mais moi aussi, ça m'a frustré. J'ai des collègues ou des potes ou des gens. Voilà, il y en a. J'ai un pote qui fait du trail. Je pense à lui qui court en sandales que tu connais peut-être, qui lui Ouais. enchaîne des trucs de ma boule en permanence et, euh, et je me dis ouais, mais bon après il est peut-être plus habitué et je pense que voilà parfois c'est dur à expliquer, c'est comme ça, il faut savoir s'écouter. Donc c'est un vrai Hmm. travail. Et sinon après renfo sur les douleurs cervicales type gainage, ce genre de choses, je pense que ça peut Ouais. aider. Bon, à tester. Mm. Ok, donc défi des 7 majeurs, qu'est-ce que c'est que cette folie? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur déjà en quoi ça consiste, c'est quoi le concept et peut-être l'histoire de la chose? Est-ce que c'est une épreuve organisée? Est-ce que c'est une sorte de défi un peu, Ouais, tu vois, comme comment ça s'appelle? les cinglés du Ventoux. Non? Ouais, il y a les cinglés du Ventoux, non, il y a la Tourmagne ou quelque chose comme ça? Le Tourmagne, ça te dit Ah quelque chose ça? non, le Tourmagne ça me dit rien. Attends, mais peut-être Ah, que je dis n'importe quoi, mais il y a quelque chose au départ de d'Annecy, je crois, mais je sais plus comment c'est. ouais, non, mais c'est un truc,
Ah punaise, j'ai vu, je suivais un YouTuber qui s'appelle, qui a une chaîne sur le gravel, mince. Ok. Stéphane, Ouais. qui a une chaîne sur le gravel, Ouais. le vélo, mais bon, bref. Et qui a fait ça il y a pas longtemps. Je crois que c'est le Challenge Magne. Ouais, c'est ça, je Ah crois. bah Et tu il vois, je faut connais arriver à une pas. tour vers. Mais bon, c'est un truc, tu le fais. Ouais, il y en a pas mal Enfin, je des te trucs comme demande parce ça. T'as des trucs voilà, dans t'as quelque chose dans les Ardennes, voilà. Bon, enfin, mais il n'y a pas d'orga en fait. C'est tu prends le départ quand tu veux. Faut juste que tu sois ouais, capable de prouver, tu vois, que t'as pas. ouais, Enfin bon, bref. ouais, C'est ça les 7 majeurs. ouais. Donc voilà, on a répondu à la Pour question. revenir à ma question. Alors ouais, donc les 7 majeurs, comme son nom l'indique, consistent en le fait de grimper 7 cols qui sont au sud de Briançon. Donc généralement le départ se fait aux alentours de Briançon. Donc une très belle région pour le coup pour ceux qui habitent pas loin. Enfin en tout cas sont vraiment chanceux parce que c'est vraiment un coin magnifique des Alpes, assez dur d'accès. Donc les 7 cols, bah, je peux les citer. Il y a l'Izoard qui est assez connu. Voilà, il y a certains cols du Tour de France qui sont très connus. Assez vite, ça bascule en Italie. Donc il y a le col Daniel qui est magnifique et très haut aussi, 2007. C'est 7 cols à plus de 2000, donc c'est des cols assez hauts. Et ensuite, il y a 2 cols italiens, Sampere et Foniera, qui sont vraiment durs, qu'on connaît pas en France, mais c'est vraiment des petites routes italiennes sur des pourcentages vraiment exigeants et c'est vraiment très dur. Et ensuite, on revient en France, on passe la Lombarde et on arrive dans le Mercantour ensuite avec le très connu, enfin le col de la Bonnette qui est. Alors je mélange toujours un peu. Il y en a qui disent c'est le col le plus haut d'Europe. C'est toujours un peu la route asphaltée la plus haute d'Europe. Il y en a qui disent que non. Je suis toujours un peu perdu, mais bon bref. Toujours est-il que c'est à 2008. Et ensuite il reste le col de Vars pour finir, qui est je pense le moins haut de tous. Et retour à Briançon. Alors moi je suis parti de un peu avant Briançon et donc comme tu le disais, enfin comme on le disait, c'est pas une course dans le sens où c'est pas comme un ultra où t'as X personnes qui prennent un départ en même temps et c'est le premier arrivé qui est gagné. Là tu le fais un peu quand tu veux, quand tu le souhaites. Bon forcément quand les conditions le permettent. Et alors le principe c'est que c'est une confrérie, ils appellent ça. Et donc il y a un site internet, chacun peut aller voir. Et en fait on fait en effet homologuer son temps. Et en fonction du temps qu'on a mis, donc sur base de photos et d'une trace Strava généralement, on devient soit chevalier de la confrérie, soit grand maître, soit je sais plus apprenti après, voilà, en fonction de la durée du temps qu'on met. Et en effet, donc Okay. le grade ultime, en l'occurrence, c'est chevalier. Et il faut mettre moins de 24 heures sans assistance, parce que voilà, on peut aussi. Et j'ai croisé des personnes qui le faisaient avec assistance, donc famille, proches, etc., qui ravitaillaient. Ok. Voilà. C'est la première fois que je reçois officiellement un chevalier sur le podcast. Mais alors attends, du coup, les 7 cols, ça représente quoi en termes de dénivelé, de distance? Ouais, donc alors Enfin, est-ce que tu as est-ce que en fait, c'est quoi l'idée? C'est que tu ouais, dois donc t'as une impérativement passer par ces cols, mais ouais. après tu fais ce que tu veux entre, c'est ça? Oui, bah après sur une route d'un col généralement il y a qu'une route et sur une vallée il y a Ouais. qu'une route. Donc en fait t'as pas 40 000 options. Même enfin je dis ça mais ceci dit j'ai quand même réussi à me louper une fois ou deux. Mais, mais ça je pense que ça c'est le manque de lucidité. Mais normalement tu peux pas trop te tromper et en gros ça représente 11 000 mètres de dénivelé à peu de choses près et je crois que c'est 360. Je sais plus exactement. Je crois que c'est 370 kilomètres à peu près. Voilà. Wow. Et donc tu as fait ça en moins de 24 heures. Ouais, je crois que j'ai fait ça en 22 heures avec les pauses, je crois. Ouais, Oh là là. ouais. Donc Ok. voilà, ça implique de rouler de nuit un peu et voilà. Ouais, bah, j'imagine que sur les 20, quand tu dis 22 heures, c'est incluant les pauses Ouais. ou... Bon, après j'ai Ouais, fait voilà, ouais, j'ai pas passé mon temps en ouais, faisant des pauses, j'imagine. j'ai fait une vraie pause en Italie parce que j'avais le sentiment que j'avais pas le droit de passer une journée en Italie sans au moins m'arrêter prendre un café et une part de pizza quoi. Mais c'est la seule vraie pause que j'ai fait, sinon c'était plutôt des pauses se déshabiller, se rhabiller, manger un bout, faire pipi. Voilà. Ouais. Mais c'était assez express.
Ok, donc 11 000 mètres de dénivelé Ouais. et 310, t'as dit? Non, je crois que c'est. Alors, il faudrait que je regarde. J'ai pas la trace sous les yeux. Je crois que c'est 360, 370. Vu que 360, je me suis ok. perdu un peu, j'ai dû rajouter 5 ou 10 kilomètres. Oh là là, ok, C'est en pas bon. 22 heures. Ouais, Ouais. quand tu me disais tout à l'heure qu'on n'est pas tous égaux dans l'effort, ok, bon. Ouais. Ouais. Ouais, c'était avec beaucoup d'humilité. Mais, oh la vache, ok. Et donc, au départ, tu visais déjà moins de 24 Ouais, heures? moi je m'étais dit je veux essayer de faire ce truc. Enfin, je veux le faire et je veux le faire en moins de 24 heures. Je veux le tenter en moins de 24 heures. Je connaissais des gens qui l'avaient fait en moins de 24 heures. Et puis ouais, j'avais envie de le tenter comme Ça ça. te semblait approchable. Bah Ouais, après juste. tu raisonnes un peu bêtement, mais tu dis bon après c'est sûr que tu roules pas souvent avec autant de dénivelé d'affilée, mais voilà, si tu raisonnes un peu simplement, tu te dis bah voilà, tu fais 20 heures à 20 km/h de moyenne, puis en fait tu fais 400 km, donc normalement Ouais, ça semble jouable si tu roules à peu près à 18-20 et que tu t'arrêtes pas beaucoup, c'est jouable. ok. Voilà. Ok. Du coup, ça a été quoi il y a eu combien de temps entre le moment où tu t'es décidé à prendre le départ et le départ en lui-même? Ouais. Alors Et qu'est-ce que tu as fait de cette préparation, en fait? Comment tu l'as approché? ouais, bonne question. C'est un peu contradictoire parce qu'en fait, je l'ai fait. C'était pas mon premier choix, on va dire, sur cette année. Mais comme je te dis, j'ai passé beaucoup de temps blessé sur les dernières années. Moi, j'ai trop envie de revivre l'expérience et les sensations de dépassement de soi de l'ultra sur, tu vois, en itinérance sur plusieurs jours parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Sauf que, bah, en fait, quand j'ai fait le Biking Man il y a 2 ans, j'ai vraiment eu assez mal. Je me suis blessé pas mal l'année dernière. Alors j'ai énormément roulé en Amérique du Sud, mais tu vois, c'était pas un ultra. Je dormais la nuit, je faisais des pauses, je roulais 5 ou 6 jours sur Ouais. 7, mais en zone, enfin voilà, vraiment pas toujours très vite. Et donc cette année, j'avais l'idée de faire soit la Race Cross France longue, soit un Biking Man. Et finalement, à quelques semaines ou mois de faire ça, je me disais, je suis encore un peu juste sur la distance. J'ai besoin de me rassurer. Ou en tout cas de tenter un truc plus court. Alors finalement, a posteriori, je sais pas si c'est plus facile ou en tout cas moins exigeant sur le, puisque bah du coup je me suis aussi blessé pendant cette majeure, on pourra en reparler. Et donc on va dire que bah, je suis arrivé en Haute-Savoie. Tu vois, j'habite près de Chamonix en Haute-Savoie en mars, et donc j'ai commencé à rouler au printemps et on va dire que tu vois, mai j'ai commencé à me dire ouais, je vais faire ça, je vais faire un truc fin juin, et les 7 majeures ça collait bien, donc on va dire début mai. Et après sur la prépa j'ai fait un truc plutôt classique, enfin classique dans le sens où je roule quand même souvent parce que j'adore ça. Le dénivelé ici, bah en fait on peut faire que ça à moins de se manger la Ouais. vallée, mais ça en toute transparence c'est pas ce qui m'excite le plus à vélo. La vallée de l'Arve, faire des allers-retours. Donc moi, je fais vite beaucoup de dénivelé. Et donc voilà, essayer de faire du dénivelé sans pour autant se mettre la misère à chaque fois. J'ai fait 1 ou 2 cyclos en préparation, plutôt pour m'amuser. Et puis voilà, c'est borné, et mettre un peu d'intensité de temps en temps. Et puis des sorties longues régulièrement, sans pour autant faire. Voilà, j'ai pas fait plein de 300-400 cette année. Hein. J'ai fait Ouais. quelques 200, et puis voilà, des Et sorties donc, des sorties de 6-7 ça heures. représentait combien par semaine à peu près cette phase de préparation? Je saurais pas te dire exactement. Je dirais que lorsque je roulais bien au printemps, je roulais 300-400. Après, c'est vrai que c'est étonnant parce que avant j'étais à Lille. Et à Lille, je faisais parfois aussi des sorties de groupe où tu sais, on roule voilà, tu roules à 30 à l'heure sans forcer avec des pelotons sur du plat. Et ici, c'est vrai que je suis arrivé en mars, et puis tu te retrouves à la fin de tes sorties avec des moyennes. Alors, je suis pas trop du genre à regarder ma moyenne quand je roule, mais bon, tu le vois a posteriori, des moyennes à 22, donc en fait, bah, tu roules moins vite. Mais voilà, c'était ouais, des semaines à 10, 20, entre 10 et 20 heures sur le vélo, je pense. Ouais, quand Je même. regarde pas exactement. J'aime bien rouler un peu le midi et le week-end faire des sorties un peu plus longues quand, quand, quand ça va et que j'ai le temps et que je suis dispo. Et par curiosité, du coup, tu fais quoi comme job? Parce qu'il faut pouvoir aussi, tu vois, le rentrer dans un agenda. Ouais, alors je travaille chez Decathlon
Donc, je sais pas si je peux les citer, trop tard. Oui. Et donc voilà, je travaille en supply chain, donc dans la gestion des stocks chez Decathlon. Voilà. Ok, d'où Salange. Okay. D'où Salange, puisqu'il y a des sports de montagne qui sont basés ici, ouais. Ouais, c'est Quechua, non? C'est ça? Exactement, Salange, ouais. Simon, Ouais, ou... Quechua, Simon, qui sont basés ici, okay. et donc moi, ça me permettait de me rapprocher de mon terrain de jeu que j'apprécie, donc voilà. Excellent. Ouais, donc professionnellement, j'imagine que tu es aussi dans un contexte où il y a avoir un peu une sorte d'émulation, où ça fait du sport de tous les côtés. C'est clair. Ouais. Oui, bah ça a toujours été le cas. Forcément, chez Decathlon, il y a une vraie. Bah, ça, c'est un truc qui est agréable, hein, c'est que on te laisse et c'est accepté que ta pratique sportive, elle est là et elle est nécessaire pour ton bien-être. Donc ça, c'est quand même chouette. Donc tout le monde fait du sport le midi, le week-end à Salange, c'est encore plus qu'à Lille, forcément. Tout le monde rentre le lundi et sorti en montagne. Et Salange, c'est plus que le vélo, tu vois, c'est plus trail, parapente, alpi, escalade. Et voilà. Et après, en effet, moi, c'est le vélo et c'est voilà, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que même parfois c'est trop dans le sens où c'est toujours vraiment très très orienté sport, quoi. Toutes les conversations, et tu vois, mais je parlais des blessures. Bah quand t'es blessé, vivre à Salange et que t'aimes le sport, c'est pas évident, même socialement. Parce qu'en fait, tout le monde fait ça, donc tu as moins de sorties culturelles forcément, et t'as qu'une envie, t'as la montagne qui t'appelle, tout ton entourage part. Donc toi, si tu peux rien faire, vaut mieux. Tu vois, je l'ai fait cet été. À un moment, je suis parti. Je dis, je vais à Paris, je monte voir les JO, parce que bon, c'est encore un peu un petit lien avec le sport, mais j'en pouvais plus d'être là et de voir les gens qui allaient grimper, rouler, voler, etc. Yes, ok. Donc, t'arrives sur place en mars, début de prépa à ce moment-là. Ouais. Dans les 300-400 km semaine, avec pas mal de dénivelé. Du coup, tu te sens prêt début d'été pour faire ça le premier jour de l'été. Côté matos, t'étais parti sur quoi, du coup? T'as fait quoi comme choix? Et c'est quoi un peu les enjeux stratégiques sur un défi pareil, autant de kilomètres, autant de dénivelé en si peu de temps? Ouais. Alors sur le vélo, enfin le matos, en fait, vu qu'il y a que du dénivelé, autant tu vois sur un ultra le poids compte déjà pas mal, mais là, enfin vraiment, je pense que ça compte énormément. Et donc il faut vraiment limiter le poids, je pense, dans le sens où chaque gramme tu le sens. Donc moi j'ai un vélo, alors je travaille chez Decathlon, donc je roule sur un RCR, donc un vélo. Enfin j'ai plusieurs vélos, j'ai un Titane en gravel, mais là voilà, j'ai pris mon vélo, tu vois, typé route, qui reste assez confortable et qui est léger. Et alors vu que je le faisais sans assistance, j'ai croisé des mecs ou des gens en assistance. Avec assistance qui eux avaient vraiment rien sur le vélo. Moi du coup j'avais quand même pris du matériel. Faut savoir, enfin quelques un peu de matos. Faut savoir qu'en le 21 juin, il faisait encore hyper froid. Je sais pas si on est au printemps, on a eu un printemps pourri et il y avait encore beaucoup de neige en haut, et ça a été en fait je suis parti le vendredi soir, il a plu des torrents, on était en vigilance orange crue dans les Alpes, et donc en l'occurrence j'ai quand même dû, tu vois, emmener doudoune, gants, manchettes, jambières, enfin de quoi te couvrir en haut, puisque en fait en haut de chaque col quasiment il faisait pas loin de 0 degré. Lorsque en plein milieu de journée en Italie il faisait 25, donc tu as des gros écarts de température. Moi je préfère généralement rouler quand il fait chaud, mais voilà, là en haut il faisait bien froid, plus après forcément pas mal de nutrition, barres en tout genre, et quelques trucs un peu salés, genre voilà, cacahuètes, des fruits secs, etc. Et puis auprès de quoi réparer, quoi. De quoi réparer le vélo, les basiques, chambre à air, pompe, etc. Donc T'as eu de la casse d'ailleurs? Non, rien du tout. Donc non, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Sauf sur le bonhomme. Sauf sur le bonhomme. Ouais. Si j'ai eu juste, mais bon, j'ai eu de la chance. Du coup, j'ai un dérailleur électrique, et je pourrais te raconter après, mais il y a une anecdote assez marrante sur le défi qui fait qu'en fait j'ai essayé de passer je pense que j'ai essayé de passer mes vitesses vraiment trop souvent, et donc en fait j'avais plus de batterie sur mon dérailleur arrière, et heureusement, enfin j'avais une batterie de rechange, donc normalement la batterie elle tient 1000 bornes, et là au bout de 250 bornes j'avais plus de batterie.
Donc j'ai changé ma batterie de derrière, mais voilà, ça a pas été un vrai problème. Ok, donc ouais, j'imagine que l'avantage de cette trace, c'est que le profil change pas en fait. C'est que du dénivelé. T'as pas à gérer, peut-être comme sur la Race Cross France où Ouais, tu sais que tu vas avoir un peu tout, donc les ouais. questions se posent sur le matos. Ouais, non, là c'est Là, clair, tu sais tu que montes, tu descends. En fait, c'est assez ouais, ouais, simple. Le schéma, au bout d'un moment, tu le répètes, c'est tu montes, tu t'arrives en bas, tu te déshabilles, tu montes, t'arrives en haut, tu manges un bout, tu t'habilles, tu descends. Et ouais. c'est repeat cette fois, quoi. Grosso modo. Donc t'avais des prolongateurs? Pas de prolongateur, parce que, enfin, Ouais, dans un col, non, pas de prolongateur. ouais. Mm. Ok. Le plus léger possible, et puis j'ai pas trop Ouais, hésité ouais. là-dessus. Ouais. Ok. Excellent. Bon, et si on rentre un peu dans les moments forts du coup du défi, t'es parti à quelle heure et dans quel état d'esprit? Donc j'ai dormi près de Briançon, je suis parti à 3 heures sur diverses recommandations. Donc j'ai réussi à dormir un peu avant, je me suis couché, tu vois, alors j'ai pris la route après le boulot et en effet, comme je te disais, il pleuvait à torrent, je suis quand même arrivé vers 21 heures à Briançon un peu fatigué, mais du coup j'ai quand même réussi à dormir donc entre, tu vois, 22 heures et 1 heure et demie, quelque chose comme ça. J'ai fait une petite nuit de 3 heures. Là, t'avais pris un hôtel ou t'étais dans la Non, voiture? j'ai de la chance. J'ai une pote qui habite là-bas, que enfin Ok. que j'avais pas vu depuis des années, mais que j'ai croisé par hasard la semaine même à Chamonix et qui m'a dit viens dormir chez moi. Donc Marie, je la salue si elle écoute parce que ça m'a bien aidé. Et et euh, et donc voilà, parti à 3 heures. Assez marrant parce que du coup je prends le départ et 2 bornes après le départ. Donc voilà, je viens de partir et là il y a une camionnette qui me double et un mec qui me dit ah, tu fais les 7 nageurs? Je dis ouais. Mais Et non. il me dit ah, il y a mon fils qui est donc là en l'occurrence il portait assistance à son fils. Il me dit il y a mon fils qui est juste derrière euh, et euh, et voilà, et donc mon fils qui est juste derrière, il va te rattraper, etc. Et donc en effet, il est arrivé, il roulait beaucoup plus fort que moi sur le début de course, mais finalement après on s'est vu toute la journée parce que je pense que sans lui faire offense, qu'il est parti un peu fort. Et donc on s'est revu pas mal après en haut, en bas, etc. Euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à Briançon en pleine nuit par monter l'Isoard, qui est un très beau col, Isoard, ok. magnifique col, et donc lever de soleil sur l'Isoard. J'ai de la chance, il a plu à torrent le vendredi, mais par contre il a fait très beau le samedi. Ok. Et donc Donc t'es monté en direct par Pont-de-Servière, etc. Ça, direct depuis Briançon. T'as pas fait le grand tour, ouais, alors tu vois, je me rappelle même plus des noms des bleds. mais t'es monté tout de suite. Ouais, enfin, Ouais, en fait, ok. vu que j'ai commencé à l'Argentière-la-Bassée, donc 10 kilomètres avant, donc t'as un faux plat montant, je pense, jusqu'à Briançon, et après tu montes direct. Ok. Et donc Isoard, lever du soleil, ouais, 5-6 heures. Arrivé, donc j'ai eu très très froid dans la descente de l'Isoard. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis pas trop couvert en haut de l'Isoard. Et donc, enfin, tu sais, c'est un peu comme les débuts d'un ultra. T'es un peu con entre guillemets dans le sens où tu dis ah faut pas que je perde de temps et tout. Et donc tu vois, j'ai même pas pris le temps de sortir la doudoune alors qu'il faisait 0, donc j'étais congelé et bon bref, ça a été quand même. Et après enchaînement avec Aniel, vraiment magnifique col. Tu vois, il y avait encore pas mal de neige en haut d'Aniel. Il y avait des gens qui allaient skier, plein de gens qui allaient skier, donc le jour de l'été, ski de rando, tu vois. Euh, donc marmotte et skieur dans Aniel. C'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé. Donc en haut des murs de neige encore. C'était à 2700, mais vraiment des murs de neige. Et Ouais, parce que je crois que cette année, attends, c'est le Lautaret qui a été déneigé difficilement le 8 juin, je crois. Il y avait genre ouais, 4 ou 5 mètres de neige. ouais, en fait, c'est ça. En gros, enfin, avec le réchauffement climatique, il n'y a pas de neige en bas. Par contre, il y a eu beaucoup de précipitations cet hiver et au printemps, et donc en fait, en haut des cols, ils ont eu beaucoup de mal à déneiger. Euh, et voilà, donc ça a été assez compliqué. Euh, Ça a été, enfin voilà, je pense que moi il y a des cols qui ont ouvert la semaine avant que je le fasse, quoi. Ah ouais, ouais, Au jour même, jusqu'au jour même, potentiellement on, on savait pas si on allait pouvoir le faire, quoi. ouais, ouais. Mm. Ok. Je cherchais le nom du gars qui m'avait doublé. Ça y est, ça vient de me revenir. Il s'appelait Augustin.
Augustin. Ouais. Okay. J'ai vu pas mal de fois dans la journée. Augustin, si Ouais. jamais t'écoutes. Ouais. Donc, Col Daniel, t'arrives, c'est ambiance ski, marmotte, doudoune, neige. Exactement. Mais là, tu viens déjà de faire quand même ouais, je pense que là, il y a déjà 30% de la trace du nombre de cols. Ouais, là, il y a déjà, je pense, 4000 dans les pattes, mais bon, à ce moment-là, ça va bien, hein, tu vois, il y a encore tôt le matin, hein, au Daniel, il doit être 8-9 heures, tu vois, je pense. Donc ça va, et après bascule en Italie, c'est vraiment très beau, Piémont italien. Pareil, je conseille, hein, si vous voulez, si vous êtes pas loin, c'est très joli. Piémont avec, tu vois, des toits en lauze dans les bleds, dans les petits villages, dans l'Italie endormie, là, c'est vraiment magnifique. Un petit côté, moi j'aime beaucoup l'Italie, tu vois, un peu le romantisme italien, dans le sens où voilà, un peu cette nostalgie. Tu sens parfois les papis mamies qui prennent leur café petit matin. Ça, j'adore. Mais bon, pas trop le temps de m'arrêter ce jour-là, malheureusement. Et donc après, j'ai enchaîné avec Sampere. Et là, les cols italiens qui sont pas connus, donc j'avais pas trop regardé la trace. Et donc tu vois, tu te dis ouais, celui-là, il me parle pas, il doit pas être très dur. Et en fait, c'était les pires. Sampere et Foniera derrière, c'était vraiment les pires. Pourquoi ? Parce que les plus raides, les plus. Ouais, en fait, chaque col est très long, tu vois. C'est à chaque fois, tu sais, sur le GPS, maintenant sur les GPS, si tu enregistres la trace, il te dit au moment où tu arrives dans la montée, il te dit bon bah voilà, montée dans 3, 2, 1, puis là tu vois le profil. Et à chaque fois dans les 7 majeurs, tu vois restant 17 km ou 20 km, 1200 mètres de dénivelé. Donc tu vois, tu dis ah ouais, c'est quand même. Et si je prends tu vois Foniera qui est le 4e, lui c'est genre enfin c'est plus dur qu'un Ventoux. Enfin je suis pas sûr que je pense que j'ai déjà fait la Lose qui est aussi dur en termes de difficulté, même si différent. Mais sinon je pense que tu vois c'est plus dur que le Ventoux parce que la route elle est un peu merdique, c'est très raide, c'est interminable. Et puis ouais, la route, t'as des, tu vois, des racines d'arbres, parfois des sections limite gravel, parce que c'est pas des grands cols empruntés par les voitures, donc en fait la route elle a pas été refaite depuis je sais pas combien d'années. Et voilà, puis tu t'y attends pas, tu les connais pas, puis voilà, c'est des cols en fait c'est ça, c'est à chaque fois c'est des cols 17 km à 8%, tu vois, des choses comme ça, donc c'est quand même dur. Ouais, voilà, donc. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, sur ces cols italiens, toi, physiquement, mentalement, ça tient encore ? Alors, physiquement, ça va encore. Je me rappelle, ouais, j'ai commencé à avoir mal au genou dans le 3e, c'était Sampere. J'ai croisé d'autres Français, donc un mec notamment qui s'appelle Julien, que je peux aussi saluer. J'ai fait tout le Sampere, qui est en fait qui est une bête, hein, qui est un mec qui a déjà fait genre le 3e de l'étape du Tour ou je sais plus, mais qui était assez monstrueux. Et j'ai croisé, enfin voilà, j'ai doublé le patron d'ASO aussi. ASO, c'est la boîte qui fait le Tour de France, donc il y a quand même du monde qui faisait ce truc. Mais eux, ils faisaient ça sur plusieurs jours entre potes, en prenant un hôtel, tu vois. C'était un peu sur 2-3 jours, ils faisaient ça. Et avec assistance, donc j'ai monté tout Sampere avec Julien, et je me souviens, je commençais à dire à Julien, ouais, j'ai mal au genou, je sais pas trop ce qui va pas, etc. J'avais changé 1 ou 2 réglages sur mon vélo la veille, ce qu'il faut surtout pas faire. Mais sinon, en tout cas, musculairement, ça allait bien. Tu vois, j'avais pas de douleur et je continuais de bien avancer. Je commençais à avoir un peu mal au genou, quoi, c'est tout. Sinon, Sampere, j'ai bien grimpé. Ouais, j'ai commencé à avoir bien mal en haut de celui-là, et c'était surtout le 4e où moi je vais y venir. Mais là, ça allait encore. Enfin, tu vois, j'ai pas souvenir dans la journée de me dire ah ça y est, je suis mort physiquement, je peux pas y arriver parce que c'est trop dur. Je pense que j'étais prêt, et je suis plutôt à l'aise quand ça grimpe. Donc ça se passait bien. Voilà. Après. Ouais, non, Sampere, j'ai fait ça comme il faut. Puis à chaque fois, tu vois, plutôt lucide, je prenais le temps de manger un bout en haut. Alors si dans Sampere, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de batterie dans mon téléphone. Donc il y a quand même Ah, parce que GPS sur le téléphone ? Non, mais bon, c'est quand même sympa pour faire des photos et puis écrire aux copains une fois ou deux. Et du coup, c'est l'assistance de Julien, ils m'ont un peu chargé le téléphone pendant le col. J'avais pris le mauvais chargeur. J'avais une batterie portable, mais j'avais pas le bon câble. donc voilà. Et donc vraiment magnifique comme coin italien. Et après, c'est enchaîné un Foniera. On
descendu, une belle chapelle, etc. Et là, je commence sur Fonira, et là, ça me paraît... Je recroise Augustin, donc le mec qui m'avait doublé à 3 heures du mat. Donc, il avait un peu ralenti, et on se rendait compte que c'était vraiment dur. Et là, je pars un peu plus fort que lui, donc à chaque fois, on s'attendait pas spécialement, on allait à notre rythme dans le col. Tu fais toujours un peu le ravito en eau, etc. Et là, Fonira, ça me paraît vraiment, vraiment dur. Vraiment, ça me paraissait... alors, c'était des très, très beaux paysages, un peu minéral, enfin dans la forêt, puis après plus minéral. Ce qui est incroyable, c'est que les paysages changent pas mal. Mais ça me paraissait vraiment, vraiment dur, tu vois. Au milieu du col, je me dis, je comprends pas, c'est vraiment trop dur. Je m'étais en danse sous le temps, j'y arrivais pas. Donc c'est celui-ci qui était très très long. Ouais, en fait, ils sont tous très longs, mais non, tu vois, je pense qu'ils font tous, hormis Vars peut-être, et ils font tous entre 15 et 20 bornes. Ouais, la Bonnette, c'est même encore plus long. Mais ceux-là, ils étaient très raides aussi, tu vois, c'est du 8-9 en moyenne. Et Foniera, c'était peut-être même plus, et ça me paraissait vraiment infaisable. Et du coup, au bout d'un moment, je dis bon bah là, j'y arrive plus. J'avais déjà fait ça en ultra. Je dis je mets pied à terre et je vais avancer en marchant. Tu vois, j'avais les chaussures de route avec des cales routes. Je me dis j'enlève mes pompes, je vais marcher. Et là, je descends et en fait, en descendant, je me rends compte que je suis que je suis grand plateau sur mon vélo. Et donc, je montais le col quasiment le plus dur que j'avais jamais monté, grand plateau. Et tu vois, en fait, là, Et là, tu penses que c'était un manque de lucidité? ouais. Ah ouais, là, Ouais. et là, je m'en veux, tu vois, je me dis, mais et j'avais déjà mal au genou, je me dis, mais quel con, en fait, je viens de, ouais, manque de lucidité, je pense, je sais pas ce que j'ai fait, donc en fait, je tournais les jambes à 40 tours minute, enfin, je tournais plus et je montais, et puis en fait, enfin, comme si je montais, j'en sais rien, un col en single speed, je sais pas. Et là, je me dis, mais quel débile, quoi. Et donc, du coup, à 5 kilomètres, il devait rester 4 kilomètres ou 5 kilomètres sur les 17. Bon, j'ai passé petit plateau et là, la fin m'a paru assez facile, la fin du col. Et ouais, du coup, ça s'est bien passé à la fin. J'ai pris plus de plaisir, mais avant ça, c'était vraiment un calvaire. Ce col-là, c'était vraiment un calvaire. Et là, du coup, comment tu te remobilises? Parce que sur la journée, j'allais te demander comment tu te remobilises, sachant qu'il t'en reste encore derrière, parce que Ouais. t'étais à quelle étape là, Donc là, à peu près, enfin, quel stade? bah, en gros, la moitié, Ok. la moitié. Donc la moitié, je commence à avoir très mal au genou, mais voilà, moi, une fois que je me suis ancré le truc dans la tête, je me refuse à abandonner. Et puis il y a ça, puis tu vois, je suis au milieu de l'Italie, c'est vraiment l'Italie perdue. Je suis pas à Turin, je peux pas prendre de train, il y a rien à faire, quoi. Donc je dois bien rentrer en France. J'aurais pu prendre un hôtel, etc. Mais je me dis, bah non, je continue. Enfin, ce col-là, il y a rien, il y a même pas de village, il y a vraiment pas grand monde. En effet, t'as peut-être t'as des animaux et des forêts, et puis ensuite de la roche, quoi, et quelques cyclistes italiens. Et donc non, bah je me pose pas trop la question. Je poursuis sur ce col Foniera, qui s'appelle aussi le col des morts. Pour la petite anecdote en italien. Donc, Sympa. voilà, c'est et non, j'arrive, c'est pas trop de mal, tu vois, mentalement, je suis concentré sur le truc, donc je me dis pas. Enfin, je me dis j'ai été bête et puis je repars, quoi. C'est comme ça, je me pose pas trop la question. J'aime bien discuter, donc après si je croise j'adore discuter quand je suis à vélo, donc bon, je salue les Italiens, je baragouine 2-3 mots à chaque fois, et puis voilà, j'arrive en haut de Foniera, et déjà assez content quand même. Là, je commence à avoir mal aux pattes. En haut, il y a une statue qui est pas très belle, mais bon, un petit symbole, une statue de Marco Pantani en haut du col. Je prends un peu le temps là-haut, en parlant aux Italiens, en faisant à chaque fois une petite photo en haut pour immortaliser le moment. Donc voilà. Et puis j'ai bouclé. Là, je me dis bon, je sais plus exactement, mais tu vois là, quand t'es à 4 sur 7, tu dis ça y est, j'ai fait plus de la moitié. Tu commences à rentrer dans un autre mindset. Puis à chaque fois, je voyais aussi Augustin en haut. Alors là, je crois que je l'ai même pas vu en haut de celui-là, parce qu'il a été plus long à monter. Forcément, je suis monté plus en plateau, donc je suis monté assez vite. Et... Voilà le tips pour tout le monde, si vous voulez améliorer votre moyenne. Faites des cols sur le grand plateau. Ouais, bah, Pogacar, il fait ça, hein, parfois. Ça marche bien. Ok. Donc voilà, ouais, en haut du quatrième, non, le moral plutôt beau fixe. Je commence à avoir très mal au genou, mais je me dis c'est comme ça, je vais continuer, et puis on va espérer que ça passe. Et du coup, sur la suite?
Bon, on le sait, c'est passé puisque t'as fini, mais Ouais. c'est passé dans la douleur. Ouais, donc la suite, je descends. En bas de celui-là, ouais, en fait fatigué quand même. Donc c'est là où je me dis, je vais faire une petite pause café en Italie. Donc j'arrive dans un bled, je trouve le premier café qui passe. Et là, ah ouais, alors là, c'était quand même assez drôle parce que donc en Italie, généralement, ils aiment bien prendre le temps dans les cafés. Donc moi, j'essaye d'expliquer à la serveuse que j'ai pas le temps, mais elle tarde à arriver. Donc je finis par aller au comptoir et je lui dis bon, je voudrais un café, une part de pizza, une focaccia, un café ou un double café ou un café long. Je sais plus, j'essaie de dire ça parce que les expressos italiens, bon, c'est quand même toujours très court. Et un croissant à la pistache, je crois, parce qu'ils font des trucs comme ça en Italie. Et puis deux poches de glace, tu vois, je lui dis aussi. Et donc j'arrivais pas à dire ça, donc je crois qu'elle me dit, elle croyait que je voulais une glace à manger. Donc non, je lui dis non, pour mes genoux, je lui montre les genoux. Et donc bon, j'arrive à avoir à peu près tout ça, je prends mon café, ma pizza, je me mets les deux poches de glace sur les genoux. Je passe un coup de téléphone à ma mère à ce moment-là, je me rappelle. Euh, et puis j'avale tout et je repars, je recroise Augustin et on attaque la Lombarde. Donc là, c'est retour en France. Et alors là, ah oui, autre hasard. C'est marrant parce que quand on fait du long, il se passe quand même tout un tas de choses. Ceux qui ont déjà fait, c'est pour ça que je vous conseille de le faire, même si pas forcément borné 400 bornes, mais voilà, rouler longtemps, il se passe toujours tas d'expériences et ça développe la résilience, le partage, la curiosité, etc. C'est incroyable. Et donc je croise en fait au pied de la Lombarde un mec qui s'appelle Flo, qui est en fait le beau-frère de mon coloc et qui est un des meilleurs potes du fameux Augustin que je double et qu'on se redouble toute la journée. Et en fait, Flo habite à Marseille et il est venu supporter son pote et faire les 2 derniers cols avec lui, quoi. Et en sachant que moi, il m'en restait un de plus. Et donc, je croise Flo que j'avais déjà vu chez moi et on se met à faire la Lombarde ensemble et à discuter. Donc, c'est cool. J'ai trouvé un pote dans la Lombarde. Alors, du coup, super rencontre et j'ai fait toute la Lombarde avec Flo, Augustin avec deux de ses potes un peu derrière. Et ça a passé le temps bien vite. Bon, ils étaient frais comme des gardons. Et je lui dis, Flo, moi j'ai déjà eu 7 ou 8 000 de dénive dans les pattes, donc peut-être un peu moins vite, mais c'était chouette, ouais. Puis très beau col aussi, la Lombarde. On arrive en haut, et là on se retrouve donc avec Augustin, Flo, qui j'ai fait le col, et ses potes. Et donc on était 5 en haut. Et donc très sympa, là il y avait le père d'Augustin qui était là, il a filé 2-3 dragibus. C'était sympa. On a fait une petite photo en haut. Et la Lombarde, j'avais moins mal au genou là, ou alors je le sentais plus, ou c'est le fait d'être avec quelqu'un, je sais pas. Ça s'est très bien passé comme col, très joli aussi. Enfin de toute façon, c'est que des très beaux cols, hein. Hormis le Vars, je pourrais pas le dire parce qu'il faisait nuit, mais sinon tous les cols sont incroyables. Et je descends la Lombarde, là il y a un long faux plat vent de face, terrible. Et en vrai, voilà, par chance, là, il y avait Flo et donc ses potes avec nous et on en a un peu profité, même s'il roulait trop fort. Bon, voilà, ça nous a un peu abrité pendant 15 bornes dans la vallée. C'était pas énorme, mais rien que mentalement, ça aide quand même un peu d'être en groupe quand t'as un gros vent de face dans une vallée. Enfin, je pense que tous ceux qui ont fait du vélo en montagne, des vents de face en vallée après un certain nombre de cols, il y a pas grand chose de pire. Et donc voilà. Et ensuite on arrive à Saint-Étienne-de-Tinée. Là, il y a les parents de mon coloc qui vivent là, les parents de Bertrand, mon coloc. Et je m'arrête faire un coucou là-bas, reprendre des poches de glace, remanger un bout, remettre de la glace sur les genoux, et puis là j'ai poursuivi tout seul. Après eux ils sont partis et j'ai poursuivi. J'ai fait la Bonnette. Donc la Bonnette c'est un magnifique col mais interminable pour ceux qui connaissent. Là il était déjà 19h je pense quand j'ai commencé la Bonnette. Et donc voilà, ça doit être dur. Ouais. Même si la journée est longue, Oui. quand t'attaques la fin de journée là. Ouais, là c'est long, tu sens que l'air qui se rafraîchit, il y a plus grand monde, il y a voire plus personne en fait. Tu sens le climat qui devient un peu rude, tu vois, les sommets un peu enneigés, venteux, froid, plus de voitures, plus de cyclistes. Bon là tu te dis ouais, la fin elle va être un peu plus longue quoi. Donc voilà. Donc là, t'avais d'ailleurs en stratégie, tu vois, là, tu viens de dire, ça fait passer le temps le fait de rouler avec des gens, mais est-ce que t'avais une stratégie, une stratégie. Est-ce que t'avais aussi de la musique, tu vois, ou je sais pas, des podcasts, t'avais prévu des choses pour te changer un peu les idées? ouais, alors
paradoxalement, souvent, je roule avec des podcasts ou de la musique, en effet. Tu vois, en Amérique du Sud, je parlais de ça, je l'ai fait beaucoup. Là, j'en ai mis de mémoire, tu vois, j'ai mis de la musique dans l'Isoar le matin, au lever du soleil, une musique contemplative. Je suis un passionné de musique, donc j'ai écouté un artiste qui s'appelle Fortet, pour ceux à qui ça parle. C'est de la musique électronique, mais très mélodique. Et mais sauf qu'en fait, au bout de 5 bornes, mon écouteur est tombé de mon oreille, ou 10 bornes. J'ai mis 5 ou 10 minutes à le retrouver. Ça m'a saoulé, et je crois que du coup, ça m'a un peu vacciné. J'ai dit, bon, je remettrai plus aujourd'hui. Et je crois que j'en ai pas remis. Ou peut-être à la toute fin, je sais plus très bien. Pour t'envoyer un gros We Are the Champions. Ouais, en fait, ouais, si, si, t'as raison. En fait, je m'en suis mis dans la bonnette et j'ai pas mis We Are the Champions. Je suis un fan de musique électronique, donc je me suis mis un truc un peu plus techno, genre un peu vénère, tu vois, qui tape un peu, ou là, un peu plus rythmé, quoi. Ouais. Le matin, c'était un peu mélodique, les petits oiseaux et tout, et à 20h, là, tu mets un truc qui tabasse un peu dans les oreilles. Voilà. Énorme. Et okay. ouais, voilà. Moi, je suis plutôt à l'instinct sur la musique, moi. Ok. Ok, donc Bonnette, on est au numéro 6. Bonnette. Numéro 6. Wow. Bonnette, okay. Numéro 6, c'est le plus long, c'est le plus haut. Donc très long. Je me rhabille en cours de colle, je recroise Augustin qui attend son père parce que c'est son père qui a ses habits, et ouais, ça caille là, franchement, pour le coup. Bonnette à 2006 à 21h, tu vois, là c'est 2-3 degrés. Ouais. Plus personne dans le col, un espèce de village abandonné. Je sais même plus ce que c'était que ce village, mais il y a un village, ceux qui ont déjà grimpé la Bonnette doivent savoir, mais un espèce de village, t'as l'impression que c'est une ancienne mine abandonnée, je sais plus exactement ce que c'est. Et on arrive en haut, donc en haut du col, là il y a encore beaucoup de neige, et en fait t'as la Bonnette, t'as le col de la Bonnette, et ensuite t'as la cime de la Bonnette, qui est une petite route qui tourne autour du haut de la montagne. Et normalement, dans le défi des 7 majeurs, il faut passer la cime. Sauf que là, il y avait trop de neige. Mais bon, je sais pas, j'étais un peu bête. Je me suis dit, je veux faire le truc en bonne et due forme, et donc je me dis, je vais passer par la cime, même s'il y a de la neige. Et donc je descends de mon vélo, j'escalade le mur de neige à pied, et je repasse derrière. Donc c'était un mur de neige, tu vois, créé par les déneigeuses qui essayaient de déneiger. Et donc je grimpe la cime. En plus, c'est très très raide, la dernière route sur la cime. Et donc j'arrive en haut de la cime, 2810 mètres, une route créée par Napoléon pour l'anecdote. J'ai quand même eu le temps de lire le panneau. Même si ça y est, là il commençait à faire bien nuit, tu vois, il devait être 21h30. Ça y est, c'était nuit noire. J'arrive de l'autre côté, je redescends du vélo pour repasser le mur de neige de l'autre côté, créé par les déneigeuses qui étaient encore là d'ailleurs à l'arrêt. Honnêtement, c'était un poil dangereux, ça même. Parce que escalader les murs de neige quand il fait à moitié nuit à la frontale, ouais, en chaussures en caloto, c'est pas l'idéal. Et là, je descends la Bonnette, et là, il faisait nuit. Il commençait à faire nuit, et tu vois, là, c'est un peu flou dans ma mémoire. Je crois que c'est dans la Bonnette, dans la descente de la Bonnette. Ouais, c'est dans la descente de la. Ouais, je sais plus si c'est les Bonnettes ou Vars. Et là, donc là, j'allume la frontale et les phares de vélo. Et je croise chamois, marmotte là, chamois ou lièvre et lièvre dans la descente. Okay. Pas marmotte, chamois et lièvre. Et là, je me fais une ou deux frayeurs dans la descente. Je sens que je commence vraiment à fatiguer, à perdre un poil en lucidité, et ouais, des petits coups de flip quand même sur la descente. Alors, je saurais plus dire si c'est Bonnette ou Vars, mais ouais, des animaux dans la descente qui me font un peu peur. Et j'arrive au pied donc à Josier, pied de la Bonnette de l'autre côté. Et là, ouais, c'est un peu bizarre. Là, on commence à entrer dans les petits villages complètement endormis. Il fait nuit noire, et moi je me dis, je commence à vraiment fatiguer, à m'endormir à moitié dans la descente de la Bonnette. Ça, tu le sens comment? Parce que t'as des périodes d'absence ou les yeux qui se ferment? Ouais, enfin tu vois, je perds un peu, je fatigue un peu. Je pense que c'était plus la descente de Vars qui était vraiment dure, mais Bonnette, je sens que la fatigue commence à venir. Donc je m'arrête un peu à Josier, je remange un petit bout, je croise Augustin à nouveau qui lui a fini parce qu'il a commencé plus tôt, et donc un col avant moi. En fait, vu que tu le fais dans l'ordre que tu veux, t'es pas nécessairement obligé de commencer par l'Isoar. Donc lui a fini, il plonge dans le camion de son père pour dormir,
Et moi, il me reste Vars, qui sur le papier est le moins dur. Donc à la fois, je me dis bon, c'est bon, c'est pas trop dur, ça devrait aller. Et il s'avère que du coup, j'entame Vars. Et en fait, Vars, le début, ça va, et la fin, c'est un calvaire, quoi, parce que c'est vraiment raide. Et c'est un calvaire. C'est vraiment très dur. Il y a des orages qui commencent à péter un peu partout. Ah ouais, pas cool ça. Ouais, un peu autour de moi, je commence à prendre quelques gouttes, je vois les éclairs. Et là, je suis vraiment fatigué. Et, euh, et j'avais donc un pote Olivier qui l'avait déjà fait, qui fait du trail aussi, et qui l'avait déjà fait, et qui m'avait dit ouais, moi tellement Var c'était dur, j'ai marché. Donc en fait, j'ai suivi ce qu'il avait fait. Je me suis dit ouais, je vais marcher un peu. Et donc j'ai avancé Vars comme ça, mais j'étais même perdu sur la nutrition, tu vois, j'avais à la fois trop mangé, mais l'impression d'être en fringale, etc. Je me sentais vraiment pas bien. Ça m'a rarement fait ça sur le vélo. Mais bon, j'ai avancé comme ça et j'ai fini un peu au mental la montée de Vars, au milieu des orages. Heureusement, j'ai pas eu d'orage trop fort sur moi. J'ai eu quelques gouttes, mais c'était pas trop violent, quoi. Voilà. Ok. Et descendre. Sachant que... Ouais, pardon, vas-y. Non, bah après, du coup, descendre de Vars et c'est là où je m'endormais vraiment, je pense, mais il restait très peu, tu vois, donc je me disais, bon, après, il reste un faux plat et donc j'ai fini, voilà, j'ai fini la fin, j'ai limite peu de souvenirs, ça, j'avançais un peu sans réfléchir sur la fin. En mode robot, quoi. En mode robot, exactement. Ouais. Voilà. La fin, du coup, qu'est-ce qui se passe en termes d'émotion? Est-ce que tu arrives quand même à réaliser ou t'es trop fatigué pour ça? Ouais, très content de l'avoir fait. J'ai bien mal partout et j'arrive chez Marie, donc qui m'héberge, très sympa. Elle m'avait laissé une pizza maison toute prête, donc adorable. À la fois j'ai trop faim, mais à la fois le bide vraiment en vrac, donc je mange un bout et je m'effondre. Non, une fierté, mais je pense que je réalise pas trop. Et voilà, après je m'étais fixé ce défi, je suis très content, mais un peu épuisé. Tu vois, j'ai quand même la lucidité d'aller me doucher parce que je me sens quand même vraiment crasseux et puis après je m'effondre, quoi. Mais en dormant toutefois assez mal parce que je pense que t'as encore un peu les muscles qui sont à fond. Tous ceux qui ont déjà fait du long le savent un peu, je trouve. Après un effort très long, on dort pas bien la première nuit. C'est au bout de 2-3 jours où ça va mieux, quoi. Mais voilà, donc je boucle comme ça, très content, et voilà, je finis en 22 heures avec 1 heure et demie de pause à peu près. Pour 24 en Incroyable. objectif, donc très content. Ouais. Punaise, bravo. Ah, merci. Du coup, c'est quoi les grands apprentissages que tu retires de ce défi notamment, si on se dit que, tu précisais un peu plus tôt, tu pensais que c'était un poil trop tôt pour toi pour partir sur du format très long, genre Race Across France, plus de 2000. Donc en quoi est-ce que ce trip, il va te servir pour ça? Bon, alors c'est une expérience incroyable. Franchement, je pense que c'est ce qui est le plus dur, ce qui est le plus dur que j'ai fait à vélo, dans le sens où voilà, j'ai déjà fait du très long, mais sur du très long, tu peux te reposer sur le plat. Sur le plat, bah tu fais juste tourner les jambes et puis voilà, le temps passe un peu plus vite et donc là c'est très dur tout le temps en fait, et à la fois ça demande une lucidité permanente parce que bah quand tu montes en fait t'es en plein effort, donc t'es quand même en prise. Tu vois, j'ai un capteur de puissance, tu vois quand même la puissance que tu mets, bah t'es toujours quand même en train d'engager parce que t'as pas le choix, sinon t'avances pas. Et en descente, tu dois quand même être lucide parce que c'est des petites routes où il fait nuit, etc. Donc ça implique quand même, tu vois, d'un point de vue de la sécurité, il faut être quand même vigilant. Je pense à ça parce que les ultras, c'est vrai que on parle souvent de la sécurité, du sommet, etc. Donc ouais, ça, moi, je suis obligé de me faire aussi le porte-parole de ça. Faut quand même faire attention et s'écouter, notamment sur la fatigue. Là, voilà, moi, je me suis quand même arrêté une fois ou deux parce que je me sentais que c'était limite. Alors, j'ai pas vraiment dormi, mais juste se poser, manger un bout, boire un coup, etc. Ça fait quand même du bien et il faut s'écouter là-dessus. Et après, non, sur les grands apprentissages. Alors malheureusement, j'ai eu mal. Je pense que peut-être que j'aurais dû arrêter parce qu'après je l'ai payé quand même pendant un certain temps. La progressivité, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important à vélo quand même si je pense que beaucoup de choses sont faisables par beaucoup de monde et donc croyez en vos rêves, etc. Je pense que faut vraiment
pas se brider par rapport à ça, mais y aller progressivement, c'est important, et pas se dire, même en trail, hein, pas se dire demain matin je fais du TMB, parce que je cours, je me mets à bien courir, etc. Ça c'est quand même important, être à l'écoute de son corps sur une préparation, etc. Et sinon après, vraiment sur le long, c'est toujours, tout est question de résilience, c'est toujours comme ça. Moi, je suis pas trop du genre à faire des plans. C'est vrai que quand on écoute certains podcasts, t'en as beaucoup qui disent j'ai des plans sur le sommeil, sur la nutrition, etc. Et moi, j'avoue que c'est pas mon parti pris, parce que je trouve qu'en fait, il y a jamais rien qui se passe comme prévu, ou rarement. En fait, parfois tu te sens mieux, t'as envie d'aller plus loin. Parfois tu crèves, parfois tu as une panne X ou Y. Je l'ai vécu aussi en Amérique du Sud sur des éléments plus lointains. Parfois tu t'es fatigué, parfois t'as la pêche, etc. Et donc en fait, je trouve ça dommage, moi, de me dire je vais dormir à cet endroit-là, ou je vais m'arrêter à cet endroit-là. Bah oui et non, en fait, si je me sens moins bien avant, ou si je me sens trop bien, je trouve ça stupide de s'arrêter là. C'est pareil sur la bouffe. Moi, me dire je dois manger une barre à telle fréquence, en fait, parfois j'ai trop faim. Il y a une super boulangerie, je vais la dévaliser et je serai très content. Et parfois il y a rien, et là c'est bien d'avoir des trucs de secours, etc. Donc en fait, je trouve que c'est ça la beauté du vélo en longue distance, c'est la capacité à s'adapter. Et généralement, je pense que les plus forts sont généralement ceux qui sont les meilleurs dans la recherche de solutions. C'est pas forcément ceux qui sont capables de développer le plus de watts tout le temps. Ouais. Assez d'accord. Et pour revenir sur le sommeil, il me semble que, en tout cas sur la Race Across France, c'est obligatoire maintenant, non, les pauses? Alors, je confirme. Je l'ai pas faite récemment, mais ils ont mis en place un truc comme ça, et je trouve ça pas mal, parce que c'est vrai que t'entends parfois des histoires, et c'est vrai qu'on n'est peut-être pas tous égaux non plus sur le sommeil, mais je trouve que parfois tu peux écouter des podcasts et t'entends des mecs qui disent j'ai dormi 2 heures sur 3 jours ou sur 4 jours, j'en sais rien. Bah oui, mais en fait peut-être que lui il sait le faire et pas toi, et donc en fait faut vraiment être vigilant quand même. C'est vite arrivé, hein. Il y a quand même des décès à vélo, il y en a quand même. Les chutes à vélo, c'est vite arrivé par perte de lucidité. Tu vois, là c'est con, hein, mais 2 chamois dans une descente, si tu freines 2 minutes trop tard, et je l'avais déjà eu ça en roulant de nuit, si tu freines 1 seconde trop tard, tu te le prends, et bon bah tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. Donc j'ai un pote qui s'est pris un sanglier. Wow. C'était un 2 roues motorisées. Il était à scoot, mais je pense qu'il allait à peu près la vitesse d'un vélo à ce moment-là. Wow. Et c'était un carnage, coma. Ah ouais, non, des histoires comme ça, t'en as un paquet, hein, et donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Enfin, ça reste un sport où t'as de la vitesse, ou voilà, même que ce soit dans le milieu amateur ou pro, il peut y avoir des accidents. Donc moi, je trouve que faut pas s'arrêter à ça, parce qu'il y en a quand même peu par rapport au nombre de pratiquants, etc. Mais faut être vigilant, et donc sur le sommeil notamment, faut s'écouter. Et après faut manger beaucoup quand tu fais. Je repensais. Enfin voilà, faut manger tout le temps. Avant, je pense que je mangeais pas assez. J'ai aucun problème à digérer, donc mange tout le temps le plus que tu peux, et puis ça te donnera du gaz pour avancer, quoi. Ça, c'est quand même un énorme avantage de ce sport, c'est que tu peux en faire tout en bouffant. Ouais, c'est clair que je fais pas. C'est mes grosses motivations à faire des sorties. On me dit, punaise, je vais pouvoir découvrir de nouvelles boulangeries, tu vas me goinfrer tout en roulant. Ouais, c'est clair. Moi, j'adore les boulanges. Là, tu vois, je suis en train de sur Google Maps. Là, tu peux créer des listes enregistrées, et donc je suis en train d'en faire une en Haute-Savoie où je me fais toutes mes sorties longues. J'essaie de trouver une boulange sympa, et ensuite je me l'enregistre en mettant des petits commentaires, et comme ça, je suis en train de mapper les Alpes en boulange. Énorme. Ouais. Énorme. Faudrait faire des guides, tu vois. Bah, franchement, il y a un truc à faire. Boulange. Il y a un truc à faire. Et on pourra en reparler. Tu vois, moi, pour une autre raison, je regarde beaucoup les cafés vélo en ce moment, parce que j'ai peut-être un projet perso autour de ça. D'ailleurs, je passe un petit message, mais potentiellement, je cherche partenaire ou associé. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, écrivez-moi. Mais donc t'as des bouquins de café vélo, parce que c'est un truc qui se développe et qui marche bien, et je comprends pourquoi, parce que moi j'adore ça. Et pareil sur les boulanges, tu pourrais faire un guide des boulanges où ils font du salé, tu vois. T'as pas. C'est clair. C'est qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Et écoute, affaire à suivre.
Génial. Bah écoute, Nathan, c'était top de rentrer vraiment dans le détail de ce défi que tu as réalisé. Franchement, encore bravo. Plus de 350 bornes en moins de 24 heures avec 11 000 de dénivelé. C'est quand même Ouais, merci. très, très impressionnant, très costaud. Est-ce que toi, il y a un message que tu voudrais faire passer en guise de conclusion? Alors, pour conclure, j'y ai pas réfléchi, mais en tout cas, si, enfin moi le message, pour moi, il est assez évident. C'est, enfin j'en ai plusieurs, mais qui finalement se rejoignent. C'est quand même de façon assez banale, vive l'aventure et sortez de chez vous. Enfin, ça peut paraître un peu cliché, mais l'aventure est au pas de votre porte. Ça, c'est vraiment un truc vrai. Je suis parti en Amérique du Sud faire, enfin voilà, j'ai vécu une expérience incroyable. Donc moi, je réfléchis toujours à mon impact carbone et je suis conscient que ça a un énorme impact. Donc je fais attention vis-à-vis de ça et je le referai pas chaque année. Mais aujourd'hui, voilà, être dehors et prendre son vélo ou enfin voilà, même partir en stop, j'en sais rien, partir dehors à la découverte de de la nouveauté, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément sous d'innombrables aspects. Et voilà, et moi ce que j'apprécie énormément, c'est bon, forcément le vélo, j'aime beaucoup parce que t'avales des kilomètres, l'air de rien, tu vois vraiment beaucoup de choses, mais tu fais aussi beaucoup de rencontres. Je fais beaucoup de semaines bikepacking où typiquement je dors chez les gens en passant par un site qui s'appelle Warm Showers, que certains connaissent peut-être. Et voilà, et donc en fait le voyage à vélo, comme j'en sais rien, le voyage en stop, comme le voyage en bus, comme la marche, voilà, je pense à ma sœur qui a fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle il y a pas longtemps. C'est vraiment quelque chose qui vous fera grandir et qui vous fera apprendre sur vous-même et sur les autres et découvrir et grandir intérieurement. Donc voilà. En reprenant une phrase qui se dit beaucoup, mais finalement qui est tellement vraie, l'aventure commence au pas de votre porte. Et ben c'est quand même quelque chose de vrai. Et après, il y a pas besoin d'être un ultracycliste et de faire 3000 bornes pour vivre des expériences incroyables. En fait, chacun à son niveau et à sa vitesse peut vivre des trucs super chouettes. Et il n'y a pas que les meilleurs du monde qui font l'UTMB en 20 heures ou ce genre de choses enfin voilà, c'est pas toujours autour de la perf, même si la perf est chouette. Chacun le vit à sa façon et je pense qu'on peut tous vivre des expériences incroyables, peu importe le temps qu'on met, la durée et la vitesse à laquelle on va. Voilà. Complètement d'accord. Tant mieux. Excellent. Eh ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup, Nathan. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Il y a le lien vers le profil Insta de Nathan en description de l'épisode. Ouais, merci. Merci une fois de plus. Et puis, bah, écoute, du coup, qu'est-ce qu'on te souhaite? On te souhaite une bonne prépa pour la Race Cross France de l'an prochain. Ouais, peut-être. Merci Loïc, en tout cas, pour l'invitation. Une bonne prépa pour, en effet, j'espère, l'année prochaine, avoir une pratique sans blessure, quitte à faire... finalement, tu vois, quitte à faire moins dur, si je peux pas faire la RAF, bah, c'est pas grave. Et c'est ça. Et puis, en effet, tu vois, je parlais du projet de Café Vélo. C'est si je peux avancer là-dessus, voilà, c'est un truc qu'on peut me souhaiter aussi. C'est d'avancer sur ce beau projet, potentiellement en parallèle. Je sais pas à quelle échéance, mais c'est un truc qui me tient à cœur, justement, tu vois, pour de partager les rencontres, parce que c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Mais en tout cas, un grand merci pour l'invitation. C'était chouette de pouvoir partager sur ce beau moment. Et puis, si jamais, vous avez des questions sur l'expérience en tant que telle, n'hésitez pas à me contacter. Je me fais toujours un plaisir de parler vélo. C'est vraiment une passion. Avec plaisir pour échanger. Voilà. Eh ben, fabuleux. Merci beaucoup, Nathan. Merci, à une Loïc. prochaine. Allez, salut, bonne journée, à une prochaine. Merci d'avoir écouté ce récit de Nathan et de son défi des 7 majeurs jusqu'au bout. Pensez à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner, laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité à ces invités exceptionnels qui viennent témoigner au micro des Frappés chaque semaine. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, c'est possible à partir de 1 € par mois. Chaque euro compte, ça je peux vous le dire. Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas. Ça se passe sur tipeee.com/les-frappés. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui passeront à l'action. Merci enfin pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les frappés.